Bonjour à tous, donc je suis Vincent Martinel, chirurgien orthopédiste installé à Tarbes. Quand je me suis inscrit en médecine, je pensais terminer radiologue comme l'avait été mon grand-père qui avait monté un cabinet de radiologie dans l'Aveyron. Mais j'ai été détourné de cette vocation première par le professeur Paul Bonnevial qui a fait de moi un amoureux de la chirurgie orthopédique. Et ce n'est que 20 ans après que j'ai bouclé la boucle en découvrant l'apport incroyable de l'échographie pour un chirurgien dans le suivi et la surveillance des patients opérés de l'épaule. Je pense qu'il y a de quoi appréhender quand on découvre une ordonnance de ce type, en se disant, bon, qu'est-ce qu'on va trouver, et que l'appréhension soit un cran au-dessus lorsqu'il s'agit d'une échographie avec un patient qui demande qu'est-ce que vous voyez et si tout va bien. Ce type de prescription ne devrait pas exister, car il y a un minimum d'informations à partager et connaître pour interpréter correctement une imagerie après réparation de la coiffe. Voici en réalité la vraie ordonnance que j'ai tendance à réaliser, ou en cas de contrôle échographique douteux, je cherche à partager avec mes confrères radiologues le maximum d'informations sans affoler les patients. Et l'élément clé pour ça, bien évidemment, c'est partager le compte-rendu opératoire. Certes, c'est une chose, mais la seconde pour vous, c'est au travers de la relecture de ce compte-rendu opératoire, comprendre précisément qu'est-ce qui a été fait par votre confrère chirurgien. Et pour ça, je vais vous inviter au travers de quelques pages d'une bande dessinée que j'ai réalisée, à la base faite pour les internes, mais aussi les chirurgiens seniors en orthopédie. Je pense en effet que si vous comprenez parfaitement qu'est-ce qu'on trafique et qu'on bricole dans ses épaules, vous allez découvrir plein de choses à explorer et regarder en imagerie. Finalement, dans cette BD de 180 pages, il n'y en a que 4 qui sont essentielles. 2 qui traitent de l'arbre généalogique de la réparation des coiffes depuis le ciel ouvert jusqu'aux dernières techniques arthroscopiques, et 2 autres expliquant les différentes modalités et possibilités de prise en charge des lésions de la longue portion du biceps. Mais au commencement de la chirurgie de l'épaule et jusque dans les années 80, le gold standard a été la technique de la tranchée osseuse. Il s'agissait de creuser justement une tranchée osseuse au ras de la tête de l'humérus pour venir y insérer le tendon sus-épineux réparé et appuyé avec des fils de suture en face latérale du tubercule majeur. On comprend donc qu'il s'agissait d'une réparation non anatomique, car ne permettant pas un recouvrement de la portion supérieure de la grande tubérosité. Et il faut avouer qu'à l'époque, les fils étaient d'une bien moindre qualité qu'actuellement, exposant à un risque de re-rupture élevé. Il y a donc eu un tournant dans le courant des années 80, quand le professeur Michel Mansat a apporté son expertise de chirurgie de la main en la combinant à la chirurgie de réparation de la coiffe des rotateurs qu'il avait apprise lors de son fellowship chez Charles Neer. Il a donc mis au point une technique de point transosseux type Mason-Allen modifié, permettant premièrement d'obtenir du coup une cicatrisation anatomique des tendons, en permettant une cicatrisation efficace entre le tendon et l'os, à la jonction entre le tubercule majeur et le cartilage huméral qu'on appelle le footprint. Et deuxièmement, les fils de suture ont un rôle de plaquage de la face superficielle de coiffe avec un nœud qui est fait en face latérale, ce qui permet une répartition harmonieuse des contraintes sur toute la zone de plaquage du tendon, depuis le footprint jusqu'à justement la face latérale. Mais cette technique, qui est devenue un gold standard, n'est réalisable que à ciel ouvert, et il y a eu l'avènement de l'arthroscopie, une véritable révolution, qui permet de mieux dépister et déceler les types de lésions et de les réparer, mais qui nécessitait de trouver un autre moyen de maintenir en contact os et tendons afin de permettre une cicatrisation biologique. Et c'est là que les systèmes des ancrages ont permis cette évolution. Les premières réparations de la coiffe sous arthroscopie sont faites avec une technique appelée simple rang dès 1991. On vient positionner une ou plusieurs ancres au footprint, c'est-à-dire à la jonction os-cartilage, à l'humérus. Les fils de suture sont passés au travers des tendons, puis des fils sont réalisés et noués à la face superficielle de coiffe. Ce premier type de montage permet donc de réduire une coiffe rétractée, d'avoir un bon contact entre le tendon et l'os au footprint, mais il y a des risques de plaquage incomplet en face latérale. Quelques années plus tard, Pascal Boileau, à Nice, publie une technique des haubans, toujours populaire et utilisée de nos jours, qui consiste cette fois à mettre les ancres non pas au footprint au ras du cartilage, mais vraiment en face latérale du tubercule majeur,
pour ensuite passer les cordages en aller-retour dessus-dessous, dessous-dessus dans le tendon, puis réaliser des nœuds qui cette fois-ci ne seront pas en phase superficielle de coiffe, mais en regard de la tête de l'ancrage. Il s'agit de types de réparation efficaces, mais il peut leur être reproché de parfois ne pas assurer un contact complet à la jonction os-tendon au footprint et donc d'exposer à des défauts cicatriciels en phase profonde de coiffe. C'est pour cela que dès 2003, Burkhardt s'est posé la question de rajouter une deuxième rangée d'encre à la réparation traditionnelle initiale, créant ainsi les réparations dites en double rang. Techniquement, cela commence par la mise en place d'une ou plusieurs encres au footprint jonction os-cartilage, que l'on va appeler le premier rang ou rang médial. Les fils sont passés à travers le tendon, les nœuds réalisés en phase superficielle et l'extrémité des fils est coupée. Puis une ou plusieurs autres encres sont positionnées cette fois-ci en face latérale du tubercule majeur, avec à nouveau les fils passés dans le tendon, les nœuds réalisés et coupés. On appelle cela la rangée latérale ou le second rang. Mais comme les chirurgiens savaient opérer vite et s'embêter moins, dès 2007 est apparu un concept dans la famille des réparations en double rang, c'est ce que l'on appelle les réparations en pont ou suture bridge. La technique opératoire débute comme dans le cas précédent, avec la mise en place au footprint d'une première rangée d'encre médiale, avec les nœuds réalisés en phase superficielle de coiffe. Mais cette fois-ci, l'excédent de fil restant n'est pas coupé, il est conservé, car va servir de plaquage de la face superficielle du tendon. Et pour cela, on va utiliser au second rang latéral des encres avec un profil différent, sur lesquels il n'y a pas de fil de suture préalablement prémonté, système qui va récupérer et venir bloquer les fils issus des encres de la première rangée. Il s'agit donc d'un artifice technique qui permet d'éviter deux choses. Premièrement, repasser des fils au travers du tendon en face latérale et deuxièmement, réaliser à nouveau une série de nœuds. Mais encore une fois, comme les chirurgiens savent opérer plus vite et s'embêter moins, un industriel a déposé un brevet sur un nom de réparation en pont de la coiffe des rotateurs, sans réaliser de nœuds au premier rang médial, appelé donc speed bridge. Les fils des encres au premier rang passent au travers de la coiffe de la face profonde à la face superficielle. Et c'est la mise en tension de ces cordages maintenus sur les encres de second rang latéral qui assure la réduction et le plaquage du tendon au contact de l'os de l'ensemble du montage. On comprend donc que sur ce type de montage, les contraintes sont différentes. Il y a moins de répartition entre rang médial et rang latéral. Et ceci sera un élément particulier à surveiller en imagerie post-opératoire. Enfin, certains essaient de retourner aux sources de la technique des tunnels transosseux convertis à un mode de vision arthroscopique, parce que biomécaniquement, premièrement, cela reste un gold standard, octroyant avec juste des sutures un bon plaquage du tendon au footprint et en face latérale. Et deuxièmement, il y a un regard un peu éco-responsable sur cela, en proposant des alternatives qui permettent d'éviter l'implantation d'encre. Mais en contrepartie, certains industriels proposent pour cela une instrumentation à usage unique, donc le côté éco-responsable n'en est que relatif. Maintenant, on va aborder un petit guide très simple de qu'est-ce qu'on est amené à réaliser pour traiter un biceps symptomatique ou pathologique, et voir quelle influence cela aura dans l'interprétation de l'imagerie post-opératoire. En effet, si on est confronté à un biceps pathologique en intra-articulaire, on va vouloir le rendre extra-articulaire. Et cela va systématiquement passer par une section de ce tendon qu'on va appeler la ténotomie. Si le geste en reste là, il s'agit d'une ténotomie isolée. Par contre, on a la possibilité de chercher à le refixer à l'humérus, c'est ce qu'on va appeler la ténodèse du biceps. Et là également, il existe plusieurs techniques et possibilités. Donc première option, c'est la ténodèse intra-articulaire, c'est-à-dire qu'elle est réalisée au décours d'une vision gléno-humérale à l'aide d'un ancrage positionné à la partie haute de la gouttière. Et donc très fréquemment dans nos montages, avec une encre en cette position, un brin va servir à la ténodèse et un second brin à la réparation de la partie antérieure du supraépineux ou la partie haute du subscapulaire. Donc avec ce type de montage, la longue portion du biceps est visualisable sur l'ensemble de son trajet à la gouttière, mais il y a par contre une disparition de la portion horizontale de la longue portion du biceps.
Cependant, en cas de problème en post-opératoire, il peut y avoir un lâchage de cette ténodèse et on retrouve alors une gouttière du biceps vide. D'autres chirurgiens vont préférer réaliser une ténodèse à la partie basse de la gouttière, voire au bord supérieur du grand pectoral, en utilisant des systèmes d'ancrage ou bien un tunnel transosseux et une vis d'interférence comme dans les ligamentoplasties du genou. Que cette ténodèse tienne ou est lâchée, dans tous les cas, systématiquement, vous retrouverez une gouttière vide. Et il faut donc par exemple en échographie qu'en vue longitudinale à la gouttière, vous recherchiez cet ancrage ou cette vis d'interférence et l'émergence du tendon de la longue portion. Donc vous avez compris que la réalisation du ténodèse justifie la mise en place d'un implant ou d'un ancrage. Et en plus, l'indication entre une ténotomie et une ténodèse fait encore débat au sein de la communauté chirurgicale. Voilà pourquoi, pour certains chirurgiens ou pour certaines indications, sera discutée une section simple de la longue portion qui est la ténotomie. Il est parfois difficile de refixer et réinsérer un tendon totalement délabré et délaminé. Mais il existe également une variante de la ténotomie isolée qu'on appelle la ténotomie d'Aise. Afin d'éviter la survenue d'un Popeye, on va chercher à créer une SLAP3 iatrogène, c'est-à-dire qu'au lieu de pratiquer la section de la longue portion dans sa zone horizontale, on vient directement désinsérer son insertion à la glène en emportant un petit fragment de labrum postérieur et antérieur, afin que cet ensemble vienne se caler à l'entrée de la gouttière du biceps, un peu comme une tête de punaise. Mais ceci nécessite donc une intégrité de l'anatomie extrinsèque de la gouttière avec un ligament transverse intact et ne s'adresse donc pas à des cas de réparation de lésions massives de la coiffe. Donc en synthèse, les indications thérapeutiques au biceps en sont un exemple. Connaître les habitudes de vos chirurgiens orthopédistes correspondants est important, car le type de réparation et de geste au biceps réalisé va influer sur les notions d'une imagerie post-opératoire. Bon, pour une réparation, l'objectif étant de faire passer les fils au travers des tendons depuis la profondeur à la superficie, il est nécessaire pour cela sous arthroscopie, à travers nos petites voies d'abord, d'utiliser des instruments spécifiques et dédiés. L'apparition de ce qu'on appelle les pinces crochets a été pour cela une véritable révolution. La pince étant passée à travers le tendon et venant récupérer les fils positionnés dessous. L'usage de pinces automatiques a permis de démocratiser la réparation de coiffe en simplifiant un geste parfois techniquement difficile avec les autres pinces. Là, en appuyant sur un système de gâchette, cela pousse une petite aiguille qui propulse le fil de la profondeur à la superficie. Et enfin, il existe d'autres systèmes dits passe-fil, où là on vient passer à travers le tendon une boucle métallique ou en fil nylon, boucle dans laquelle on vient passer les fils de suture des ancres, le passage se faisant alors en retirant l'instrument utilisé. Maintenant, je vais aborder le chapitre des ancrages en insistant un peu sur les différents types d'encre de par leur forme et leur profil mécanique. Et il est vrai qu'il y a une véritable similitude, analogie entre ce qui existe dans le monde de l'escalade et de l'alpinisme et les ancrages osseux en orthopédie. Et on va étudier à part la famille des encres de premier rang et les encres dites de second rang pour les sutures bridge notamment. Donc ce qu'on appelle dans notre jargon des encres de premier rang, ce sont des ancrages sur lesquels des fils de suture sont déjà prémontés, classiquement 2, parfois 1 sur des toutes petites tailles ou 3 sur des grosses tailles. Historiquement, les premières encres qu'on a eu à disposition étaient ces modèles métalliques et on comprend en voyant la photo de droite pourquoi le terme de encre a été employé, puisqu'on cherche à bloquer et coincer quelque part une encre de bateau et éviter qu'elle ne s'extériorise et ne s'arrache. Ces implants étant métalliques, ils ont l'avantage d'être radiovisibles. Donc, il est possible de surveiller sur une radiographie standard un déplacement ou une migration-expulsion d'un de ces ancrages, ce qui n'est plus forcément le cas avec d'autres matériaux, et on va aborder ce point. Donc ça, c'est le profil d'encre dite de seconde génération. À un moment, les chirurgiens ont eu très peur des migrations d'encre métallique passées inaperçues et les dégâts ostéo-articulaires que cela pouvait engendrer. Le principe est de forer dans l'os un trou d'un diamètre donné, y implanter une encre asymétrique par sa plus petite dimension qui, avec un effet de bascule, ne peut plus donc s'extérioriser par le trou réalisé. Mais désormais, la quasi-totalité des chirurgies de réparation de la coiffe font appel à deux autres familles d'ancrage. La première, c'est ce que l'on appelle les encres vissées.
Quel que soit leur matériau de fabrication, elles ont un profil commun similaire, avec une partie distale qu'on appelle le nez au niveau de laquelle les fils viennent coulisser, un corps sur lequel se trouve un filetage plus ou moins prononcé pour permettre un ancrage et accroître les forces de résistement à l'arrachement, et un bord supérieur, la base, qui est classiquement plan. Le corps de ces encres est évidé afin de recevoir l'empreinte d'un tournevis, sipan ou storz. Ensuite, le matériau de composition peut faire appel soit à du métal, le titane, soit à une sorte de plastique avec une élasticité relative qu'on appelle le PIC, soit des matériaux composites résorbables de phosphate tricalcique et acide polylactique. Les deux derniers sont donc radiotransparents. Une migration ne pourra donc classiquement se voir que en échographie ou IRM. Et la dernière famille d'encres très prisée et utilisée à l'heure actuelle sont les encres dites textiles. L'intérêt est de réaliser de très petits diamètres de forage à l'os, avec une force de résistance à l'arrachement bien meilleure que les encres à bascule de première génération et la possibilité d'avoir 2 fils prémontés. L'encre est insérée avec la matière textile tendue, donc de plus petits diamètres possibles, et en tirant sur les fils, il se crée un effet de pelote qui vient se bloquer et se caler au contact de la corticale osseuse. Parlons maintenant des encres dites de second rang, qui ont la particularité d'être des encres nues, c'est-à-dire sans fil prémonté, mais avec un système permettant par contre de passer facilement les fils issus des encres de premier rang, ou bien d'utiliser un fil libre à part, permettant alors de réaliser des montages sans nœuds. On les appelle donc dans notre jargon des encres knotless. Certains modèles vont faire appel au plan biomécanique à un système de vissage, comme les encres de premier rang. Et donc le blocage et coincement des fils va se faire par un système d'interférence entre la périphérie de l'encre et l'os cortical et spongieux sous-jacent environnant. Alors que d'autres modèles vont être simplement impactés et non vissés, munis de petites aspérités en coche afin d'obtenir un effet anti-recul. Ça s'impacte un peu comme des pitons. Et la tenue est alors assurée par un mécanisme autobloquant à l'intérieur de l'encre elle-même. Système d'écrasement des fils avec un pas de vis ou une fente auto-serrante, comme sur le dessin de droite. Enfin, un dernier type d'ancrage de second rang quant à ses propriétés d'ancrage. On vient impacter un implant d'allure initiale totalement cylindrique. En actionnant un mécanisme, viennent se déployer 2 petites ailettes, assurant une fonction anti-recul de l'implant. Donc maintenant, je propose de vous faire brièvement une mise en situation au bloc opératoire de réparation de la coiffe en double rang avec l'utilisation de 2 encres au premier rang médial et une seule encre sans nœud au rang latéral, mais au travers de dessins issus de la bande dessinée qui a été écrite. Donc en arthroscopie, nous utilisons de petites voies d'abord, et 2 sont incontournables, celle qu'on appelle la voie postérieure, qui permet et une visualisation dans l'espace acromial et angléno-huméral, ainsi qu'une seconde voie dite antérolatérale, légèrement en dessous justement de l'angle antérolatéral de l'acromiome. Donc à ce niveau-là, il peut y avoir des saignements qu'il faut contrôler du fait de la présence de la branche acromiale de l'artère acromio-thoracique. Tout d'abord, on cherche à avoir une vision globale de la face superficielle de coiffe, réalisant un temps de nettoyage dit de bursectomie. Nous avons ici la vision de ce que serait une coiffe intacte sur une épaule droite vue depuis la voie postérieure, avec le supraépineux à la partie haute, l'infraépineux qui nous fait face, la face latérale du tubercule majeur. Et par contre, dans cette configuration-là, on ne voit pas la partie antérieure et l'insertion du subscapulaire. Une des premières étapes pour une réparation de qualité est de pouvoir identifier le type lésionnel auquel on est confronté. La plus classique au sus-épineux est une lésion dite en U, en forme de lettre, correspondant à une désinsertion osseuse du tendon de rétraction variable. Sur des lésions plus larges, cela peut s'associer à des lésions transversales. On parle alors de lésions en L, antérieures ou postérieures, comme dans l'exemple au centre. Et enfin, une autre entité que sont les lésions en V, où il y a peu de désinsertion osseuse du tendon, mais surtout une lésion tendino-tendineuse. Donc ça, ce sont des lésions qui se réduisent facilement, même si elles ont une capacité de cicatrisation plus faible. Et elles font parfois peur en imagerie en coupe, IRM ou arthroscanner,
parce que lorsque l'on regarde juste en face latérale, on a l'impression d'avoir une lésion massive de coiffe. Faisant défiler les images de latéral en médial, qu'on voit la lésion se refermer, qu'on peut comprendre a posteriori qu'il s'agit d'une lésion en V. N'oublions pas que notre chirurgie a pour but d'obtenir une cicatrisation tendineuse avec la mise en place d'un processus biologique. Donc avant la mise en place des encres, il faut réaviver les structures et pour cela on va poncer, gratter, raboter la surface osseuse au tubercule majeur jusqu'au footprint et en face latérale également. Dans le cadre de cette réparation, on a changé d'étage avec la caméra pour se positionner en vue gléno-humérale. Et la première étape va consister à la mise en place de la première encre de rang médial dite antéromédiale au ras du cartilage, mais aussi juste à l'aplomb de la gouttière du biceps. Pour préparer le positionnement de l'ancrage, on va faire un pré-trou à l'aide d'un pointeau, plus ou moins taraudé légèrement en fonction du type d'encre utilisé, mais aussi de la densité osseuse. L'encre est insérée prudemment et on se méfie avec les encres en pic ou en matériaux composites, car c'est à cette topographie qu'on va avoir une densité osseuse la plus forte et un risque possible de fracture d'implant de l'encre au moment du vissage. L'encre est mise en position affleurante à l'os, le tournevis est retiré, laissant libre accès au fil de suture. On a fréquemment 2 paires de fils. Un premier fil va être utilisé pour réaliser la ténodèse du biceps, c'est-à-dire qu'il faut le faire passer autour de la longue portion, pour ensuite réaliser un nœud qui va bloquer et caler le biceps à l'entrée de la gouttière. Et on peut au préalable avoir un petit peu avivé les premiers centimètres de cette gouttière pour favoriser les adhérences entre le biceps et cette dernière. Il ne reste plus qu'à réaliser une section à proximité du nœud qui a été réalisé et une résection de quelques centimètres de la portion horizontale du long biceps. Les brins du second fil de cette encre antéromédiale vont être passés à la partie antérieure du tendon supraépineux. Là, dans cet exemple, on utilise un 4 gris avec une boucle de monofilament qui va servir de relais pour le premier fil. Et on va refaire de même quelques millimètres en arrière avec le second brin de ce second fil. On vient positionner la seconde encre postérieure de premier rang, dite postéromédiale. Une fois enfoui au ras de l'os ou légèrement un peu plus, le tournevis va être retiré. Et à nouveau, les 2 brins d'un fil vont être passés à la partie postérieure avec un écart de quelques millimètres entre ces 2 brins. Sur une lésion de petite taille, le second fil en attente peut être retiré, mais en cas de lésion plus grande, on va passer un peu plus en postérieur dans cet exemple, les 2 fils bleus. On repasse avec la caméra en vue sous-acromiale afin de visualiser l'émergence des 4 brins des 2 fils à la face superficielle de la coiffe. On récupère ensuite les 2 brins bleus de l'encre antérieure qui sont noués et les extrémités de fil sont conservées. On fait de même avec les 2 brins du fil rose de l'encre postérieure, extrémités aussi conservées. On récupère avec une pince à trappe fil en un seul passage ces 4 brins afin qu'il n'y ait pas d'emmêlage ou d'accrochage au travers des fibres musculaires du deltoïde. On choisit précisément où l'on va venir positionner en face latérale du tubercule majeur l'encre de second rang. On faisait un petit marquage à l'aide d'une sonde d'électrocoagulation ou d'un pointeau. L'encre est prépositionnée, les fils de suture sont tendus et on finit de visser ou impacter cette encre de second rang, permettant donc d'obtenir, en plus des nœuds faits au premier rang, un plaquage supplémentaire de la face latérale de coiffe. En France, on aime bien un petit peu varier et faire de la réparation sur mesure, c'est-à-dire adapter nos montages au type et à la taille des lésions que l'on rencontre. Par exemple, en cas de petite lésion du supraépineux, on peut n'utiliser qu'une seule encre de premier rang. On va alors positionner au niveau osseux en regard du centre de la lésion et en réalisant 2 points en U simples, certains montages simples rangs vont suffire. On a la possibilité sinon de faire des montages double rang simples, mais avec une seule encre médiale de premier rang et une seule encre latérale de second rang. C'est là aussi que personnellement je fais appel parfois à des montages en haubans
pour des petites lésions de la coiffe du sus épineux. Comme précédemment expliqué, il faut faire passer les fils du dessus au dessous, puis du dessous au dessus, au travers du tendon. Donc c'est ce que l'on appelle des passages en U du fil au sein de la lésion du tendon. Et là, la coiffe se réduit progressivement en faisant les nœuds, non pas en face superficielle du tendon, mais à l'extrémité de l'ancre, donc en face latérale du tubercule majeur. A contrario, en cas de lésion large avec des extensions lésionnelles à l'infraépineux, on va multiplier le nombre de fils par ancre passés au travers des tendons, mais aussi le nombre d'ancres positionnées au premier rang ou au second rang. Et parfois, il y a des lésions complexes ou des lésions qui se sont faites en 2 temps. C'est-à-dire qu'on avait une lésion dégénérative ancienne rétractée à la glène, dégénérescence graisseuse stade 4 du supraépineux, et sur une chute, il y a une extension lésionnelle à l'infraépineux, perte de la rotation externe. Donc on va parfois opérer en urgence ces patients et on sait qu'on ne va pas pouvoir faire une réparation complète. On ne fait donc une réparation partielle à l'infraépineux, en simple ou double rang. Donc forcément, si ces patients sont amenés à moyen ou long terme à avoir une imagerie en coupe IRM ou arthroscanner, on sera forcément confronté à une coiffe non étanche ou une coiffe où on parlera de re-rupture ou rupture itérative du sus épineux. Mais savoir dépister et débusquer à la lecture d'un compte-rendu opératoire ces informations est important, car évitera un quiproquo avec le patient et les différents correspondants. L'arthroscopie, à l'opposé de la chirurgie à ciel ouvert, nous permet de bilanter et traiter des lésions de la face profonde de la coiffe. Sur l'image en haut à gauche, appelée 1, on devrait avoir une face profonde du tendon sus-épineux en verre totalement plaqué au contact du cartilage, comme ça l'est à la partie tout arrière. Et le fait de visualiser le tissu osseux du tubercule majeur authentifie la lésion de face profonde. Pour réaliser une réparation, on est obligé d'ouvrir focalement le tendon sus-épineux, c'est-à-dire créer une lésion transfixiante, afin d'avoir un accès intra-articulaire et venir positionner nos ancrages, passer les fils de suture et faire une réparation qui pourrait être une réparation comme celle que je vous ai montrée en détail. Mais parfois on aime bien faire sur ces lésions un plaquage permettant d'avoir finalement un pont entre les 2 ancres antéromédiales et postérolatérales. Donc ça ressemble un peu à des montages de pêcheurs à la mouche en réalisant un bas de ligne. On va faire des nœuds pour solidariser les fils bleus de l'encre postérieure et les fils roses de l'encre antérieure. Et pour info, parfois, c'est ce type de montage-là qui est utilisé dans le traitement des luxations récidivantes de l'épaule pour réaliser des comblements d'encoche ou des ILSAC remplissages. Je rappelle que biomécaniquement, on cherche à extérioriser l'encoche de l'espace gléno-huméral, c'est-à-dire à la rendre extra-articulaire, en venant plaquer la partie postérieure du sus-épineux et partie haute de l'infraépineux, afin qu'ils viennent cicatriser au fond de cette encoche. Les lésions en V ont une composante principale tendino-tendineuse, qu'il faut rechercher à refermer pour obtenir ensuite un recouvrement osseux correct. Et donc on va traiter et fermer ces lésions un peu comme on fermerait une fermeture éclair. Donc en haut à droite, sur une petite lésion, on peut n'utiliser que les brins d'une encre, mais sur des lésions plus larges avec un V qui s'étend plus en médial, il faut qu'on rajoute des fils de suture tendino-tendineuses. Il a été démontré que ce type de montage apporte une amélioration fonctionnelle et du score de Constance chez nos patients, même si les taux de cicatrisation sont moins bons que sur des lésions en U. On estime en effet que lorsqu'on est dans des bonnes conditions, ça veut dire dégénérescence graisseuse musculaire inférieure à 2, pas de tabac, pas d'alcool, pas de cholestérol, on va annoncer à nos patients un risque de défaut cicatriciel de 5 à 10% pour une lésion en U, alors qu'on va annoncer jusqu'à 20-25% pour une lésion en V. Donc là, un petit montage qui nous amuse énormément à faire, ce qu'on appelle le shoe lace, les lacets de chaussures, ou technique Adidas, avec des passages croisés et alternés des fils de suture. Donc c'est vrai que là, il ne faut vraiment pas se mélanger, mais on a une bonne répartition des contraintes avec des montages de ce type. Dans certaines situations de lésions sévères du supra et de l'infraépineux, avec un supraépineux non réparable et un infraépineux qui n'a pas de dégénérescence graisseuse musculaire avancée, on va proposer la réalisation d'une capsuloplastie supérieure. C'est-à-dire chercher à retrouver une étanchéité de coiffe et appuyer une réparation de l'infraépineux sur matériaux biologiques.
Alors pour cela, certains chirurgiens vont faire un prélèvement à distance avec du fascialata du patient, mais on a également la possibilité d'utiliser la partie horizontale de la longue portion du biceps, comme décrite par mon ami et collègue Johan Barth, installé à Grenoble, qu'il a appelé la Chinese Way. Le biceps est donc dévié de sa gouttière pour être fixé et ténodésé à la partie supérieure du tubercule majeur, c'est-à-dire plus postérieurement. Et on va venir réappuyer dessus la réparation essentiellement infra-épineux. Il y a comme en bas à droite des variantes à cette technique, toujours pareil, afin d'obtenir une étanchéité et une meilleure cicatrisation de la coiffe. Je vais vous parler succinctement des réparations du subscapulaire pour lesquelles il faut en systématique déplacer le biceps, soit avec une ténotomie, soit avec une ténodèse. Puis réaliser une troisième voie d'abord au travers de l'intervalle des rotateurs, servant de voie instrumentale pour préparer la face antérieure du tubercule mineur. On avance le scope d'arrière en avant afin de bien visualiser cette zone. Et on réalise un avivement osseux le plus bas possible au tubercule mineur, à la jonction également os-cartilage. On va dans cet exemple rajouter une seconde encre la plus distale possible au tubercule mineur et utiliser comme passe-fil le cathéter gris avec un monofilament pour refaire passer les fils de l'encre la plus distale de la face profonde à la face superficielle. Le but étant de passer en bas les 4 fils de l'encre distale et en haut les 2 brins restants de la première encre proximale. Il faut enfin récupérer chaque paire correspondante de brins et réaliser les nœuds successivement, obtenant un montage en simple rang, souvent suffisant à ce tendon. Donc je vous remercie grandement d'avoir pris le temps d'écouter ce tuto sur un sujet qui me tient énormément à cœur. J'espère que vous aurez appris plein de choses sur les réparations de la coiffe faites par les chirurgiens. Tous les dessins sont issus de cette bande dessinée qui a été un projet personnel. Et je termine en précisant que l'ensemble des droits d'auteur que je pourrais toucher sont en réalité reversés au fonds de dotation Philippe Hardy, qui permet de financer les voyages et fellowships des jeunes internes grâce à la Société française d'arthroscopie. Donc en achetant ce livre, vous contribuez à former les futurs chirurgiens qui vous opéreront de votre coiffe des rotateurs. Merci à tous.